Alors, c'est une démarche qui est très importante pour les élèves et qui était signifiante parce qu'ils étaient responsables durant toutes les étapes du projet. Ils étaient motivés, ils étaient aussi là, curieux. Ils ont choisi le sujet, ils ont préparé des scénarios images et en fin de compte, ils les ont filmés. Enfin, ils ont produit, bien sûr, une capsule, comme je le dis, travaillons problème-solution. Moi, j'ai beaucoup aimé la pensée design parce que justement, ça venait d'une problématique réelle. Les élèves vont aller dans une autre classe pour poser des questions aux élèves en univers social. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que c'est beaucoup plus motivant quand c'est significatif, signifiant que quand c'est fait pour rien. J'ai déjà participé à des COP de robotique. Et c'était pas avec la pensée design. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'ai apprécié, parce qu'on parle d'un problème que les élèves vivent dans leur milieu pour le résoudre. Et ça, c'est très concret et signifiant, je pense, pour apprendre tous les autres apprentissages qui viennent avec la 4e année. La pensée design nous permet, étape par étape, de vraiment bien se planifier. Ça demande beaucoup de temps, mais ça en vaut la peine. Puis c'est important de ne pas tout faire d'un coup, de prendre le temps de faire les choses, puis de ne pas oublier non plus que la finalité, c'est pas comment on va faire le prototype, mais bien tout le cheminement qui vient à ça. La pensée design, c'est une méthode de travail qui cherche à aider des gens en particulier. On s'inspire donc de notre milieu de vie pour identifier une problématique qu'on voudra résoudre par notre production. Il faut donc d'abord et avant tout observer les gens autour de nous et identifier plusieurs problèmes. On va vivre ensemble, on va faire des capsules vidéo qui va s'adresser à un public cible. Donc la première des étapes qu'on doit faire, c'est se nommer un thème, puis choisir des problématiques sur ce thème-là. Donc, là, on va ressortir des problématiques qu'on trouve dans notre école. En avant de l'école, pas vers la cour, mais genre vers là. Le matin, c'est genre un peu mouillé en avant, puis il y a genre du foin. Fait que ça fait que quand tu rentres dans l'école, tes souliers sont genre pleins de foin, puis ça fait que genre Sylvain, il y a 2 fois plus de ménage à faire. Beaucoup de graffitis sur les briques. Puis même dans la cour d'école, il y a des gens qui prennent la craie puis qui dessinent sur les briques. L'intimidation, puis les déchets dans le parc Beaubien en face. Ah oui. Donc, collation et lunch sans déchets. Éviter l'huile de palme et avoir des collations plus santé au service de garde. Ou alors, inciter les gens à venir en transport en commun. C'est qui notre public cible? Les élèves. Et les parents. Les parents, les enseignants. Mais normalement, il fallait pas faire Quand on a trop d'idées, pourquoi ne pas voter? Et finalement, le thème de notre projet, c'est le non-respect envers notre concierge. Dans le fond, ça permet à l'enfant de se sentir concerné par la problématique. Donc, on vient trouver des choses qui peuvent vivre au quotidien. Fait que dans ce temps-là, l'enfant est vraiment partie prenante de la phase d'exploration puis de ce qui va se faire par la suite. Oui. Puis durant la période d'exploration, quand ça les touche, l'émergence des idées aussi, c'est beaucoup plus facile parce que c'est concret pour eux. Donc, les idées viennent naturellement, puis plus facilement. Il peut en avoir beaucoup des idées. Là. Non. une fois notre problème bien identifié, on va faire la cueillette de données, c'est-à-dire procéder par sondage, par observation terrain, pour en apprendre davantage sur le pourquoi des comment de cette problématique. Il y a beaucoup comme Sylvain ramasse beaucoup derrière nous, il y a plein de déchets. Puis on voudrait lui faciliter la tâche. Il y a eu des petits incidents dans la toilette. Puis genre, ils pensent que vu qu'un concierge, ils vont toujours ramasser derrière eux.
On est allé voir Sylvain le concierge parce que on voulait en savoir plus sur c'est quoi le non-respect sur son travail. Pour moi et André. Bon, donc en fait, notre classe, on fait un projet pour aider Sylvain et on va faire des votes et pour voir qui a laissé déjà traîner des trucs par terre en pensant que Sylvain va ramasser parce que c'est le concierge. Donc c'est anonyme, donc si vous dites oui, personne va savoir que c'est vous qui avez fait quelque chose. Un petit sondage pour savoir qu'est-ce qui se passait au niveau de la discrimination dans notre école. On questionnait les élèves par rapport à s'ils étaient en 1, 2, 3 ou en 4, 5, 6. Puis ensuite, on demandait s'ils avaient déjà été victimes de discrimination dans le passé et victimes de discrimination cette année scolaire-ci. Et puis, s'ils avaient été victimes de discrimination, ils devaient noter la raison pour laquelle ils avaient été discriminés. Est-ce que c'était parce que c'est des élèves qui sont plus jeunes, donc à cause de l'âge? Est-ce que c'est parce qu'il est d'une autre origine ou une autre religion? Puis l'enfant cochait. Alors on a dit, mes parents vont, il y en a ceux qui ont dit que mes parents vont juste me conseiller pour que la prochaine fois, je vais bien faire. C'était 44. Mais il y en a d'autres qui ont dit que mes parents vont me demander de réviser, mais dans ma chambre. Alors c'était 61. Et il y en a ceux qui ont dit, mes parents vont me confisquer les appareils électroniques. 7. Donc en tout, il y a 57 élèves de l'école qui disent n'avoir jamais vécu de discrimination, que la vie est rose ici, puis que c'est bien. À la lumière de ce qu'on calcule, on est capable de dire que la discrimination est un problème à Rose-des-Vents ou pas? Non. Mais si on fait une petite estimation, il y a quasiment la moitié des élèves de Rose-des-Vents qui sont déjà fait discriminer au moins une fois. Ce qui fait que c'est quand même un peu élevé. Et comme diraient beaucoup de personnes, ça peut arriver plusieurs fois, ou même que s'il peut arriver qu'une seule personne qui s'est jamais fait discriminer a discriminé peut-être une dizaine de personnes. En fait, il y a plusieurs façons de faire la cueillette de données. Nous, on en a fait une qu'on a écouté des capsules vidéo, on s'est informé sur le sujet. Puis ensuite, on est allé sur le terrain, un peu comme ta classe, Claudia. Oui. En fait, nous autres, on a aussi cherché dans la documentation papier, mais j'ai aussi demandé à la TES de l'école de venir faire des capsules en classe, des ateliers pour expliquer davantage là, le thème choisi. Puis, on est allé aussi sur place, on est allé interviewer un membre du personnel et des enfants aussi. Nous, on a préparé des petits bons de sondage, puis chaque élève a rempli un sondage. Oui. Fait que ça a permis d'apprendre tout ça chez l'élève, qu'est-ce qu'il a appris? Ben, en fait, avant de procéder, nous aussi, on a fait ça là, avec des petits coupons. Avant de procéder au sondage, les enfants avaient comme des hypothèses de ce qui allait se produire comme résultat. Puis en faisant le sondage, ils se sont rendus compte que c'était pas nécessairement ce qu'ils avaient prévu. Donc, puis ça nous a permis aussi de faire des diagrammes puis des statistiques à partir de ça. Oui, puis connaître davantage les enfants de l'école et se rendre compte que finalement, le sujet qu'ils avaient choisi, il affectait tout le monde. C'était pas juste une partie, mais bien la majorité. Ah oui. En fait, c'est qu'après l'analyse des résultats de nos petits sondages, on a vraiment pu ressortir quelle était la problématique. Donc, à partir de la problématique qu'on observait dans nos résultats, on voulait rédiger une question ouverte, donc une question qui commence par un « comment », puis faire en sorte, par la suite, d'essayer de trouver plein de solutions à cette problématique-là. Ça a été comme ça un peu, je pense, chez toi. Oui, exactement. Donc, à partir de là, il y a plein d'idées qui ont sorti de comment on allait pouvoir répondre à notre problématique là, pour, par après, faire des capsules pour pouvoir aider le reste de l'école. Comment les élèves de l'école Rose-des-Vents peuvent améliorer? Comment faire pour que les élèves améliorent? Oui, comment faire pour que les élèves respectent davantage le travail de Sylvain? Oui. Quelque chose de genre? D'autres idées?
Donc, les élèves ont choisi de s'attaquer à la discrimination dans l'école. Donc, notre question, c'était comment prévenir la discrimination à l'école Rose-des-Vents. Puis par la suite, là, les élèves étaient placés en équipe. Chaque équipe a choisi un public cible différent. Donc, ils s'adressaient à un public, ça pouvait être par exemple les intervenants de l'école, ou alors les plus petits de notre école, ou alors l'ensemble de tous les élèves. Puis par après, ben, c'est grâce à leur public cible qui savait à qui s'adresser pour nommer une solution dans leur capsule. OK. Travailler la phrase déclarative versus la phrase interrogative et comment chaque élève peut, à partir d'une phrase de base, former une question en ajoutant les mots de question ou bien en changeant un peu la position de verbe et pronom. Donc comme ça, on a travaillé un peu le français. Une bonne problématique, c'est une question ouverte qui permet de toucher la majorité, d'être répondue avec des solutions qui sont réalisables par les enfants, qui les touchent concrètement. Tout à fait. Voilà. C'est ça, d'accord avec ça. Donc, après avoir nommé la problématique, on devait ressortir des solutions. Tout dépendant de la problématique qu'on choisit, il peut y avoir plusieurs, en fait, une infinie de solutions possibles, ou vraiment pas beaucoup. Moi, de mon côté, avec la problématique qu'on avait choisie, on a fait une tempête d'idées, puis ça revenait, il y avait 5 ou 6 solutions possibles. Donc, ça a été plutôt facile parce que pour les capsules, chaque enfant pouvait en prendre une ou deux, puis c'était facile. Tandis que de mon côté, la problématique nous a amené à trouver là, plein de solutions. Le tableau était plein. Et il y avait des solutions qui étaient plus concrètes, plus réalistes, tandis qu'il y en avait d'autres que ça n'aurait pas pu se vivre dans le cadre d'une école. Donc là, il a fallu, faire l'élogage de toutes les solutions pour en retenir seulement 5, mais aussi expliquer aux enfants que, réalistement, il y a des choses qui se pouvaient faire. J'imagine quelque chose comme ça, peut-être même un jouet, puis si tu n'en as pas fait, ben tu gagnes. Ouais. Moi, je pense que ce serait pas très une bonne idée, selon moi, parce que à chaque classe, que ce soit Sylvain qui passe le balai, ça serait ces deux personnes-là le soir. Admettons, à chaque fois que tu fais une bonne action, tu gagnerais un badge, ou si tu fais du ménage à la fin des classes, tu gagnerais comme un petit sou, mais pas un sou de l'école. Puis, admettons, à la fin du mois, on ferait une genre de vente de garage, puis on pourrait acheter des choses avec les sous, les genres de sous de l'école qu'on aurait gagnés. Alors, pour choisir l'idée, vous aviez plein d'idées sur Oui. votre tableau, plein de Oui. solutions. Comment vous avez fait pour choisir vos solutions? Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les solutions qui n'étaient pas réalistes. Puis après, on a passé à un vote là, à main levée. Okay. Vous avez fait de On la essaie même d'y aller façon. beaucoup avec la majorité pour que ça rejoigne les élèves. De façon démocratique. Oui, tout à fait. En pensée design, le prototype permet de tester notre idée avant de la produire. On peut recueillir des commentaires et s'ajuster. Ça nous permet d'améliorer notre idée. Par exemple, pour la production d'un film, un bon prototype, ça peut être un scénar-image. Sinon, dans un autre contexte, si on veut créer un objet à l'aide de l'imprimante 3D, on pourrait par exemple fabriquer un modèle en carton pour vérifier les mesures avant d'imprimer. Ça évite aussi le gaspillage de la matière. On a choisi de faire des courts-métrages. Donc, on avait caméra, écran vert et plusieurs outils technologiques, oui,
une unité qu'on approfondit. Puis, lorsqu'on a traversé toutes les étapes, on en venait à devoir faire notre court-métrage. Donc, les élèves ont fait un prototype. Grâce à un scénarimage, on les a laissés beaucoup discuter entre eux de quelles seraient les possibilités de scénario qu'ils pourraient faire. Puis ensuite, ils ont rempli un tableau scénarimage avec tout ce qu'ils auraient besoin, des costumes, leur dialogue, etc. Pendant qu'ils vont écrire le scénario, ils vont pouvoir choisir qui va prendre la caméra, qui va faire qui va trouver les sons, les effets spéciaux, qui va faire les comédiens, etc. C'est là que ça va se passer. Puis ils vont reprendre le récit. En fait, ils vont faire une situation initiale, les péripéties et la situation finale lors de ce scénario. C'est 3 enfants qui jouent aux cartes, puis il y en a un qui arrive, qui demande de se joindre à eux, puis là ensuite il dit non, t'es trop jeune, puis là après ça les grands figent, puis là après ça il y a nous 4 qui arrivent, puis on dit ceci est un exemple de discrimination. Rencontrés durant ce projet. Premièrement, c'est lorsqu'on était en train de créer les scénarimages, les élèves manquaient d'idées. Ce qui fait, on a sollicité le soutien de la psychoéducatrice Madame Saïd, qui est venue pas mal de fois dans notre classe pour donner un coup de main aux élèves. Le deuxième problème, c'était le manque de temps. Parce qu'avant, on a commencé avec 5 équipes et en fin de compte, on les a réduits à 3. Donc, au lieu de faire 5 scénarimages, on a fait juste 5 pour l'instant.